bienvenue dans ce nouveau podcast de Lyra et Plumania. Je suis très heureuse de vous retrouver avec Clément Couteau-Milero de BGE Picardie pour vous embarquer dans une thématique clé que je te laisse partager, Clément. Eh oui, un épisode intitulé « Préparez-vous à transformer vos relations à soi et à l'autre ». Tout un sujet, Clément, et aujourd'hui, pour aborder cette thématique, nous avons avec nous Virginie et Swan. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous les deux. Ce que je vous propose pour commencer, pour qu'on se mette en jambes comme on dit, c'est de nous partager votre humeur du jour. Alors vous précipitez pas, j'ai un petit jeu pour vous. Ce que je vais vous proposer, c'est de tirer 2 cartes au hasard. Je vais laisser, allez-y en même temps. Hop. Et vous, 2 cartes. Ouais, et vous en utilisez une de votre choix pour partager votre humeur du jour si elle vous inspire. Après, si les deux vous intéressent, utilisez les deux. Je pense que tu le tiens. Alors, de mon côté, l'humeur du jour, c'est... Donc, j'ai ces petits carreaux-là. Ouais. Alors déjà, on va dire que je suis en joie. Vraiment, je suis très heureuse d'être parmi vous. Et cette image, en fait, m'évoque le fait de sortir du cadre, justement. Voilà, l'importance d'être soi. Intéressant. Pour ma part, c'est celle-ci qui me parle, avec beaucoup de joie aussi, d'amour en ce moment pour tout ce qui se passe, les personnes que je rencontre, les nouvelles relations. Donc avec les confettis qui pétillent au-dessus, ça représente tout à fait un peu mon humeur du moment. Trop bien. Ça part sur de bonnes... Vas-y, dis le mot. Sur des super good vibes. Voilà, c'est ça. Virginie, tu es coach en épanouissement pour les femmes. Swan, tu es thérapeute relationnel. Ce que nous souhaitons vous demander, c'est qu'est-ce que l'entrepreneuriat a changé dans votre vie ? C'est à moi de commencer apparemment. Ça peut être bien de faire le jonglage comme ça. D'accord. Énormément de choses. Par exemple, j'étais hyper timide avant, donc m'exposer devant déjà une discussion, de parler de moi à 2 personnes, je commençais déjà à bafouiller, à bégayer. Donc je vois tout le chemin que ça va demander de faire en fait aussi, de rencontrer des gens, de développer mon activité, d'entrer en relation aussi d'autres manières avec les personnes. Donc la progression par rapport à où j'en étais avant, c'est vraiment un chemin personnel en fait qu'on accomplit avec l'entrepreneuriat. C'est pas que l'entreprise, il y a aussi un vrai développement de soi au travers de là. Très intéressant et c'est prometteur aussi pour la thématique du jour. Swan, là c'est une bonne mise en bouche et en action là, qui s'annonce. Et toi Virginie, qu'est-ce que l'entrepreneuriat a changé dans ta vie ? Alors je rejoins Swan dans la mesure où avant, donc moi j'ai 14 ans d'expérience en entreprise, j'avais un poste dans les chiffres et derrière mon ordinateur, donc on va dire assez protégé, on va dire entre guillemets. Et l'entrepreneuriat m'a permis vraiment de me mettre sur le devant de la scène et c'est ce que je voulais. Donc vraiment sortir des sentiers battus. Pour moi l'entrepreneuriat c'est aussi... c'est le prolongement en fait de soi. L'entreprise est vraiment le prolongement de soi-même. Et ça fait encore une fois beaucoup travailler sur soi. Et ça m'apprend en fait vraiment à finalement par rapport à des mécanismes et des fonctionnements de la société, finalement, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas. Une amélioration encore plus de la connaissance de soi. Et moi, ma prise de conscience, c'est vraiment le fait d'être fidèle à moi-même et à mes convictions et d'imprégner ça en fait dans mon entreprise et quitte à sortir des mécanismes, des stratégies extérieures de la société sur comment bâtir une entreprise. C'est vraiment comment tu bâtis quelque chose qui te ressemble vraiment et sur le fait que tu restes fidèle à toi-même. Hyper intéressant. Très inspirant déjà dès le départ et aussi très très prometteur pour venir enrichir en duo cette thématique du jour. Ce que je vous propose aussi pour continuer cet échange, pour aller un petit peu dans cette histoire de l'entrepreneuriat et puis vos parcours respectifs, c'est de nous partager, puisque vous avez des cartes sous les yeux, parce que je pense qu'aussi quand on est entrepreneur, mais même dans la vie en général,
on tire pas nos apprentissages du chapeau et on s'inspire aussi d'autres personnes ou d'expériences qui ne sont pas nécessairement les nôtres mais qui nous nourrissent. Donc vous avez choisi chacun une carte personnalité et l'idée c'est de nous dire pourquoi vous avez choisi cette carte et en quoi elle vous inspire, cette personne. Du coup Virginie, c'est à toi. Je vais commencer. Alors, moi j'ai choisi en fait Simone Veil qui est qui dégage quelque chose de très fort en fait pour moi. Je l'ai choisi à l'intuition et pour moi c'est une femme de conviction. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le sujet. C'est comment est-ce que à partir de ce qui vibre pour moi, j'y crois, je tiens et je ne me laisse pas polluer par des interférences extérieures, par des jeux de pouvoir extérieurs, parce que l'entrepreneuriat c'est ça aussi. C'est qu'on a besoin de gens qui nous inspirent, qui vont être des relais, parce que quand on débute dans l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Moi, mon papa était entrepreneur, ils ont eu un business avec ma mère. Donc l'entrepreneuriat est dans les gènes, mais moi je commence de zéro, je suis sortie de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, on côtoie beaucoup de gens et puis quand on part, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus vraiment personne. Mais justement, Simone Veil, c'est vraiment l'incarnation des convictions. Une énergie féminine qui est très douce, voilà, dans un monde quand même marqué par le faire, par les actions, par une masculinité très forte. Quand je parle de masculinité, c'est-à-dire beaucoup de jeux de pouvoir. Beaucoup de jeux de pouvoir. Le masculin, on va dire, il peut être un peu excessif dans le faire, dans les jeux de pouvoir, mais elle, c'est vraiment de revenir au masculin, au féminin, et à travers des convictions de pouvoir faire des changements en fait dans la société. Apporter sa voix et créer de belles choses pour l'humanité, des avancées. Et je trouve que c'est une personne très inspirante dans un monde, encore une fois, où pour moi c'est important de garder ses valeurs. C'est une femme aussi d'intégrité. Et finalement, peu importe ce qui peut se passer pour elle, elle a réussi à tracer sa route et de faire des avancées extraordinaires pour l'humanité. Alignée et combative. Exactement. D'ailleurs, pour enrichir ton partage, Virginie, très inspirant, et pour avoir vu le film de sa vie, Simone Veil était aussi dans une époque face à, on va dire, beaucoup de croyances autour des postes à responsabilité, et donc elle a su trouver sa place dans un monde très masculin, et en même temps, elle a osé aussi affirmer ses pensées, ses idées pour le bien de l'humanité, quand beaucoup de personnes, je ne vais pas généraliser en disant personne, mais où beaucoup de personnes ne la suivaient pas, voulaient la ralentir, et parfois même jusqu'à ses proches à un moment donné qui sentaient que ça allait trop loin dans ses convictions, et elle y a cru, dur comme fer, et elle a tenu, et on voit justement tout ce qu'elle a pu réaliser, et des actions qui perdurent encore aujourd'hui, malgré le fait qu'elle ne soit plus là. Exactement, elle a marqué l'humanité et pour des décennies et des décennies. Et l'histoire. Exactement. Très précieux ce partage. Comme quoi, tu vois, hein, c'est venu comme ça et... Exactement. En plus, c'est vraiment très aligné avec mon cheminement dans l'entrepreneuriat. Vraiment, je trouve que c'est important d'être intègre. Moi, je suis très habitée tenue par des valeurs très fortes d'intégrité et de respect. Je pense que quand on fait un travail où on veut œuvrer pour l'humain, et en fait, c'est sérieux. En fait, on s'amuse pas. On est des êtres émotionnels. Et c'est tellement important d'être dans le respect justement de l'autre, de pouvoir l'amener du mieux possible, de mettre les moyens nécessaires pour l'amener à se réaliser. Et c'est important dans ce monde que de plus en plus les personnes puissent avoir de belles valeurs et le respect les uns envers les autres.
Swan, tu veux nous partager ton... Il y a des choses qui personnage. rebondissent énormément, qui font écho avec ton partage à toi, forcément. Pour ma part, j'ai choisi Gandhi. Bien que je sois pas fanat d'histoire, j'ai quand même quelques grandes lignes un peu on va dire de son histoire, en tout cas de ce que j'en sais. Et pour lui, c'est vraiment l'incarnation, pareil, de ses valeurs, de ses convictions, et d'avancer, de pouvoir y aller malgré l'opposition, malgré les blocages ou tous les problèmes qu'on peut rencontrer, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Je pense qu'il a dû faire aussi énormément de chemin avec lui-même pour pouvoir subir peut-être autant d'échecs sans abandonner au final, en se disant non, il y a une essence, il y a vraiment quelque chose à faire à ce moment-là, c'est mes valeurs, j'y crois et en fait je vais y aller. Et au fur et à mesure, il a pu ramener, porter sa parole, et il y a plein de personnes qui se sont senties touchées et du coup qui ont pu l'accompagner aussi dans ce combat-là. Donc d'oser un peu aussi, se mettre un peu plus en avant, exprimer ses valeurs, ses idées, voilà ce qu'on a envie vraiment de vivre et de partager avec le cœur, et de voir après qui est là, qui fait écho avec ce que j'ai envie de partager, avec ce que j'incarne et qui je suis, et qui va être en opposition ou qui va être neutre, et puis voilà, et d'avancer dans son chemin, dans sa vie personnelle, simplement en étant soi et en voyant comment ça résonne autour. Et en passant peut-être au-dessus des blocages, des combats qu'il peut y avoir, mais en respectant ses valeurs. Donc ça rejoint beaucoup ce que tu partages également. Exactement, ça reprend tout ce qui est les valeurs, des valeurs fortes. Et ce qui me vient dans ton partage aussi, c'est que quand on veut œuvrer, c'est aussi, il y a des personnes, des enfants, et des adultes aussi, qui nous écoutent. Et je trouve que la congruence, elle est importante. Le fait, on peut être voilà, comme nous, voilà, Simone est quelqu'un d'inspirant, et on est le relais de quelqu'un, en fait, à chaque fois. Et je trouve que c'est important, finalement, d'être congruent dans ce que l'on dit, mais aussi ce que l'on fait. Et d'autant plus quand on travaille avec l'humain. C'est-à-dire que si je suis une coach, par exemple, qui parle de méditation, c'est forcément que moi, de mon côté, j'ai expérimenté la méditation. Et voilà, pour moi, c'est très important de bâtir en tout cas une nouvelle ère là-dessus de congruence, et à travers ce que tu disais, voilà, des valeurs et le chemin de Gandhi et de Simone qui, à travers des parcours différents, en fait, se rejoignent tout à fait. Ça me donne envie de rebondir avec tu parlais d'expérience justement, et en fait c'est tout à fait ça. Il y a les valeurs, mais pour pouvoir incarner et transmettre justement ces valeurs-là aussi autour d'eux, ils ont dû passer aussi à l'action. Il y a ce côté-là où on a beau des fois avoir des valeurs, on n'ose pas forcément aussi passer à l'action en respectant ces valeurs. Forcément, ça vient nous toucher au niveau du cœur, il y a des frictions, on a du mal à y aller parce que c'est aussi s'exposer et c'est parfois terrifiant. Et eux, ils ont pu oser justement dépasser ces peurs-là avec eux-mêmes en s'exposant, en passant à l'action quotidiennement et en suivant ce chemin justement. Après, cette peur, ça peut être aussi le regard de l'autre ou comment ils vont le percevoir. Les jugements, de manière générale, et autant ceux des autres que le nôtre aussi. Souvent d'ailleurs, on est beaucoup plus violent avec nous-mêmes dans nos jugements que en réalité le monde extérieur. Donc oui, il y a énormément de peurs, les peurs de ne pas réussir, de ne pas être parfait, de rejet, d'abandon, d'humiliation. Enfin, on peut toucher à tout plein de grosses blessures quand on va commencer à être plus dans notre authenticité, voire même notre vulnérabilité en fait face aux autres. Donc là-dessus, je pense qu'ils sont hyper inspirants parce qu'ils ont dû traverser tout ça, je pense. Je ne les connais pas personnellement, mais je peux très bien imaginer qu'ils ont dû traverser un chemin avec eux-mêmes qui a dû être assez challengeant en fait. Et c'est ce qu'on retrouve dans le business aussi, dans l'entreprise, quand on monte son entreprise pour faire un écho avec ça. On vient aussi traverser beaucoup de choses avec nous-mêmes qui font peur, qui vont être challengeantes, mais comme on sait où on va aussi avec nos valeurs, il y a quelque chose qui va nous aider ou nous accompagner aussi. Comme si on arrive peut-être à se prendre un moment aussi par la main de nous-mêmes quelque part, au travers de différents mentors, au travers de moments d'inspiration, de relations aussi qui sont là, qui sont très précieuses et qui vont pouvoir nous porter aussi.
Totalement, et peut-être pour créer un pont entre Gandhi et Simone Veil, on va dire aux univers différents, ce pont, la question que je souhaite vous amener, c'est quelle est la place de la persévérance dans ces chemins de vie? Je pense qu'il faut dissocier déjà persévérance et entêtement. Ouais. Parce que... Et si on restait sur persévérance Ou détermination, c'est aussi. Alors, est-ce que tu peux reformuler la question? Je suis pas sûr d'avoir... Quelle est la place de la persévérance dans les univers de Gandhi et Simone Veil, dans l'idée de créer presque un pont pour relier en fait, et peut-être se questionner, avoir cette curiosité de se dire waouh, on a vu les parcours de vie, et finalement, selon vous, quelle est la place de cette persévérance sur ce que vous savez de ce qu'ils ont pu accomplir? Pour moi, elle est essentielle. Il ne peut pas y avoir de chemin comme ceux de Gandhi ou de Simone Veil sans persévérance, parce qu'il y a d'innombrables obstacles. Et même moi, en tant qu'entrepreneur, c'est justement ces obstacles. On parlait un peu du regard des autres. Effectivement, moi je trouve que, surtout quand on commence, il y a des choses qui remontent sur nous, mais c'est quand même assez commun que l'être humain a besoin de validation, surtout dans un environnement tout nouveau, où on sort de sa zone de confort. Donc, quelque part, il y a un besoin de validation, mais je dirais que même quand on est porté par une vision, par une envie d'œuvrer, c'est de se défaire de ce regard de l'autre, mais qui est en fait ce qu'on appelle l'image de soi, c'est-à-dire que ma perception par rapport à ce que les autres peuvent dire ou peuvent juger ou ressentir de moi, qui vont être des interprétations, même si ça peut être vrai si on interroge la personne en face, mais finalement c'est ok, je suis animée par faire ça, par faire changer des parcours, faire prendre conscience aux femmes qu'elles peuvent se mettre en priorité, en pouvant créer également des relations saines et stables. J'ai cette envie-là, et c'est de malgré tout de persévérer et de... Oui, il y a des obstacles, je fais face à des obstacles, mais c'est de trouver toujours, ok, comment est-ce que, même si ça me dévie un petit peu de mon chemin initial, qu'est-ce que je peux faire pour garder ce cap, mais aussi m'écouter, ajuster certaines choses, et je pense qu'effectivement, pour Simone Veil, elle a dû être confrontée à tellement d'obstacles pour en arriver là, parce que, on le disait tout à l'heure, un monde très masculin qui n'est pas sympathique du tout. Il y a beaucoup de jeux de pouvoir, c'est très politique aussi dans le monde dans lequel elle a été. Et elle a dû elle a été animée d'une force inépuisable, d'une mission même très forte pour pouvoir en arriver là. Donc pour moi, la persévérance est l'ingrédient essentiel pour atteindre ses objectifs. J'ai le mot objectif qui me vient, mais sans parler d'objectif, mais de laisser son cœur parler et de l'amener là où on l'avait écouté et qui nous avait susurré quelque chose, et de dire là, ça y est, c'est fait. Par rapport à nos ambitions ou à nos rêves, pour évincer le terme objectif. Oui. C'est ça, la vision. La vision. Après, Simone Veil, c'est une personne qui a aussi vécu des choses très difficiles avant ces étapes qu'on connaît aujourd'hui sur l'impact sur notre société. Mais je pense que ça a aussi renforcé sa personnalité, et le fait que finalement elle a connu bien pire que ce qu'on lui mettait dans la tronche, si on peut le dire comme ça, et ça lui a peut-être permis, en tout cas un soupçon, peut-être que c'est pas que ça, et bien évidemment c'est pas que ça, mais ça a dû aider dans son parcours aussi, de se dire en fait ça c'est pas grand chose. Tu as déjà commencé à la forger. Je pense que ça forge quand même un petit peu. Son destin quelque part qui se mettait en place. Oui, tout à fait, parce que oui, elle a vécu l'horreur, et finalement ça aurait pu la casser, plus que fragiliser, la détruire en fait complètement.
Et en fait, c'est un modèle que moi j'appelle un modèle d'alchimie, c'est-à-dire qu'à partir des difficultés les plus horribles, et ben, comment se servir de ça pour passer au niveau supérieur. Mais en fait, elle a fait un double niveau supérieur qui est qu'en plus, elle a aussi inscrit des lois féminines fondamentales. Donc, ouais. Bah, c'est de toute façon les étapes de vie, soit elles nous détruisent, soit elles nous renforcent, grosso modo. Et dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. En fait, on parlait d'expérience aussi dans nos échanges en off. Bah, en fait, si on prend du recul sur les choses, même si ça peut être entre guillemets vu par l'autre des échecs, bah, ça nous permet en fait demain de proposer des choses qui sont plus alignées et qui vont répondre aussi à d'autres aspirations. Et persévérance, moi j'entendais aussi la notion, comme on disait, de vision ou de foi presque aussi. En fait, si derrière, parce que quelque part la persévérance c'est plus une qualité, mais la qualité elle naît bien aussi de quelque part, et je pense qu'il y a vraiment cette confiance, cette vision, cette foi dans un futur différent qui était possible. Et qu'en fait jamais ils ont lâché cette vision ou cette croyance qu'ils avaient dans un futur qui est mieux que celui qu'on a aujourd'hui, et de persévérer en fait, pas forcément dans un boulot acharné, mais de persévérer à croire à leur vision. Donc, peut-être moi j'ai envie de déconstruire un peu la notion de persévérance, un peu peut-être comme beaucoup l'imaginent, faut travailler dur et il faut faire 12 heures par jour et travailler tous les week-ends et machin, mais plus de persévérer, en fait je vais pas lâcher vraiment ce qui va m'animer à l'intérieur et ce qui va me mettre un peu le feu, ce qui va me mettre en joie, ce qui va me nourrir en fait au quotidien, et de continuer à entretenir cette persévérance là. C'est très puissant ce que vous partagez, et peut-être pour enrichir ce que tu viens d'évoquer, Swan, peut-être que d'une certaine manière c'était des visionnaires pour qui leur pensée, leur vision était la destination, et peu importe le chemin à parcourir, peu importe les difficultés, c'est la destination très claire, très imagée, qui était juste naturelle. C'était pour eux l'évidence qui a fait que peu importe tous les tracas, toutes les difficultés, c'est surmontable, parce qu'ils savaient vers quoi ils se dirigeaient et pourquoi ils se battaient et pourquoi ils persévéraient avec foi. Tout à fait. Je suis en train de me dire, entre Gandhi et Hitler, en vrai, il n'y a qu'un pas, parce que la dynamique, elle est la même. C'est juste les intentions ou les valeurs qui divergent complètement. Je sais pas, j'ai envie de poser ça. Et je pense que Hitler, même s'il a fait des choses horribles, il avait peut-être cette même dynamique, ce même élan vital de « ok, j'ai cette vision-là », et il a tout fait pour que ça se réalise aussi. Donc, ça a créé des horreurs. Donc, prendre aussi du recul sur « ok, notre vision qu'on a aussi, est-ce que ça va nous servir nous, ou est-ce que ça va servir aussi l'environnement et tout ce qu'il y a autour ?» C'est quoi les intentions qu'il y a aussi derrière ces valeurs et cet élan qui est là. Et tu mets le doigt sur un terme extrêmement intéressant, l'intention. Et c'est ça qui crée la différence dans l'expérience. L'intention, soit qui vient du cœur, soit qui vient du mental, peu importe d'où elle vient, mais ce qui crée la différence, c'est vraiment quand on a cette intention pure qui vient du cœur, c'est un paradoxe assez intéressant que tu fais entre Gandhi et Hitler. Là, tu m'as perdu pendant un espace. J'adore les paradoxes. Ah oui, là, tu m'as perdu là, entre Gandhi et Hitler. J'ai eu un décalage. Ouais. Et en même temps, c'était très bien amené. C'était très très bien amené de voir finalement le meilleur du bien comme le meilleur du mal. J'ose utiliser ce terme, je me l'autorise. On t'autorise. Disons. Non, c'est très, je rebondis là-dessus, c'est très pertinent ce que tu disais, parce que effectivement, en fait, en soi, il n'y a pas de bien et de mal. Dans mes croyances, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est que chaque être humain recherche foncièrement en fait son bonheur, mais à travers des prismes qui sont celles des blessures. Et donc effectivement, peut-être que Hitler pensait faire du bien, mais via une intention dirigée plutôt sur des grandes blessures, des volontés de vengeance, etc. Donc finalement, c'est un peu le langage, comme tu as dit Adriana, est-ce que c'est le cœur qui parle? Est-ce qu'on parle depuis la paix?
ou est-ce qu'on parle depuis la douleur, les blessures. Et finalement, il n'y a qu'un pas entre les deux. C'est ça. C'est marrant, j'écoutais un podcast ce matin sur ça. Comme quoi. Bref. Ce qui serait intéressant pour préciser certaines choses qu'on a évoquées un petit peu de manière sous-entendue, même si ça a été quand même dans la trame de fond, c'était présent. T'en as parlé tout à l'heure, Swan, notamment sur cette question de relation à soi et à l'autre. Est-ce que déjà on peut préciser un petit peu les termes et la distinction entre les deux De la relation à soi et de la relation à l'autre. Par où commencer? On va commencer par la relation à l'autre, parce que je pense que c'est plus clair pour tout le monde. D'abord, c'est d'abord de la communication, dans le sens où on va avoir un échange avec une personne. Quand je dis échange, ça peut être simplement mental, dans le boulot par exemple, ou une discussion qui va nous stimuler intellectuellement, c'est une forme de relation. On va avoir les relations aussi entre deux personnes affectives, où on va parler plutôt à partir du cœur, à partir de l'amour, à partir de la complicité. Et on peut avoir aussi par exemple une forme de relation plutôt animale, instinctive, qui peut amener du coup soit la sexualité, soit les combats, la violence. Par exemple, ça va être une autre partie de nous encore qui va parler. Donc au travers de ça, dans les relations, on voit qu'on a différents niveaux à l'extérieur et qu'on est animé de différentes manières selon les personnes qu'on rencontre. Et en relation à soi, c'est pareil. C'est comment est-ce que moi je suis en relation du coup avec ma mentalité, avec mon intellect, comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je me juge aussi par rapport à ça, par rapport à mes connaissances, ma culture générale, mes jugements, comment je me sens aussi avec mes affects, avec mon amour, mon bien-être, et comment je me sens avec peut-être du coup toute la dimension plus corporelle et animale, avec ma sexualité, avec mes pulsions, avec mes traumas, et comment je suis en relation avec ces différents espaces à l'intérieur de moi. Ou alors on peut prendre aussi l'image de soi avec un amphithéâtre et toutes les parties qui vont dire fais ci, fais ça, non pas comme ci, non pas comme ça, j'ai envie de ça, oui mais en même temps peut-être que... Et le petit vélo qui va s'activer dans la tête et avec tous les petits personnages qui y parlent. Donc comment mettre de la relation entre qui on est vraiment et qui sont les petits personnages qui vont nous guider, que des fois on n'a pas trop envie d'écouter, et de trouver la voie dans l'instant qu'on a envie d'écouter. Donc je me suis un peu étalé, et je sais plus comment revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. C'était tout à fait ok, Swan. D'ailleurs, je me permets de te glisser ce qui m'est venu en t'écoutant très attentivement. Pour vous, auditrices et auditeurs qui nous écoutez, peut-être si vous vous posez cette question par rapport à ce que tu as évoqué entre ce qu'on peut, la manière de se comporter quand ça vient du cœur ou quand ça vient du mental, comment est-ce qu'on peut, là vraiment je me décale totalement de ce que je sais, de qui je suis, et je me place à la place des personnes qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut distinguer quelque chose qu'on ressent quand ça vient de la tête et quand ça vient du cœur? Les sensations corporelles principalement, j'ai envie de dire, c'est intéressant. Comment comment le corps il va se manifester. Naturellement, quand on rencontre une personne, instinctivement on va se positionner à une certaine distance, ce qu'on appelle les distances un peu d'intimité. Donc il y a différentes strates selon la proximité qu'on a avec les uns ou les autres. Donc déjà rien que d'observer à quelle distance on se met. Est-ce que le corps va vouloir aller plutôt vers l'avant quand on va penser à une idée ou à une personne, ou est-ce que le corps il va aller plutôt en arrière déjà? Et si on a le corps qui se met en arrière mais que non, il faut que, des phrases types aussi comme ça, quand on s'entend dire il faut que je fasse ci ou je dois ou machin, c'est typiquement du mental par exemple. Alors ça va être plutôt quand j'ai envie ou j'aimerais ou j'ai l'intention de, là on va partir plutôt d'un espace du cœur. Donc c'est d'observer comment ça se passe à l'intérieur, aussi bien dans les mots, dans les phrases, et comment ça se passe à l'intérieur au niveau des ressentis corporels. Est-ce que le corps il va plutôt s'ouvrir, ou est-ce que je vais me recroqueviller plutôt en tension? Est-ce que je vais me sentir détendu? Est-ce que je vais avoir chaud? Est-ce que je vais avoir froid? Pareil, c'est des indicateurs qui sont propres à chacun,
mais qui peuvent donner des pistes sur ah tiens, là maintenant à cet instant-là, j'avais envie de faire telle chose, mais je sens que mon corps, il y a un paradoxe entre ce que j'avais prévu, ce que j'avais projeté comme situation, la réalité, et comment je jongle après avec ça. Parce que peut-être qu'une fois que j'y suis, je sens que mon corps il n'a pas envie d'y aller. Et en même temps, des fois, c'est bien de suivre un petit peu son mental de temps en temps aussi. Parce que si je veux avoir le trac, typiquement, on ne monte jamais sur scène. Parce que le corps, à ce moment-là, il est stressé, il n'a pas envie. Mais en accompagnant justement avec la respiration et en ne laissant pas le corps se figer, justement, en étant dans le mouvement, la respiration, les sons, on peut accompagner aussi des idées ou une intention qu'on a aussi de monter sur scène. Le mental, il va peut-être dire j'ai peur de monter sur scène, mais j'ai l'intention de suivre ma vision. Donc il y a un paradoxe entre j'ai pas envie, j'ai envie, et quelle voix on choisit d'écouter à ce moment-là. Et accompagner aussi le corps qui peut parfois aussi avoir des signaux contradictoires. Et c'est pour ça que c'est très complexe, parce qu'il y a beaucoup de paradoxes et qu'on n'est pas éduqué aussi à écouter, c'est avoir le regard à l'intérieur. On a beaucoup le regard à l'extérieur, beaucoup les jugements, j'aime ci, j'aime ça, pas comme ci, pas comme ça. Mais est-ce qu'on a pris le soin d'écouter? Est-ce que c'est vraiment ce que j'aime ou est-ce que j'ai appris à l'aimer aussi comme ça en fait? Et je me suis jamais re-questionné dessus derrière. Totalement, sachant que très souvent, la tendance, c'est d'aller chercher les validations et les réponses à l'extérieur de soi, alors que le corps est tellement bien fait qu'il a l'art et la manière de nous partager les réponses, et que très souvent, c'est le fait que, alors, soit par manque pas de connaissance, ou peut-être si, de connaissance de soi à un certain moment de sa vie, ou aussi d'attention de soi. Au-delà de la connaissance de soi, c'est peut-être simplement à l'attention de soi, dû par exemple à notre environnement où on est pollué de notifications, etc., qui ne laisse finalement pas beaucoup de place à l'attention de soi. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. On ne prend pas le temps de ralentir, de respirer aussi. On est tout le temps surstimulé, on veut tout le temps faire plus, on veut tout le temps avoir plus. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai l'impression que globalement, la plupart d'entre nous fonctionnent. Et de prendre le temps, des fois, de s'arrêter et de vraiment se demander ok, là maintenant, je vois que je suis pas bien. En fait, de quoi j'aurais envie? Est-ce que je vais aller naturellement partir vers, je sais pas, regarder des séries jusqu'à 2h du matin, aller boire un verre et ne plus me souvenir de ma soirée? Il y a des réflexes comme ça qu'on a des fois pour se sentir mieux, parce que c'est ce qu'on connaît déjà et c'est la facilité. Mais en fait, de prendre le temps de ralentir et de se dire, ok, de quoi j'ai vraiment besoin? Et des fois, on se rend compte que c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de faire, ou ce que le cerveau connaît. Parce que le mental, il a tendance à se baser sur ce qu'il connaît déjà, donc ce qu'il a vécu. Il n'est pas là pour interpréter il peut interpréter le futur, mais il va toujours se baser par rapport à ce qu'il connaît. Donc du coup, ça veut dire que ça nous enferme quelque part dans il y a une cercle de confiance. Tu avais parlé de zone de confiance tout à l'heure. C'était pas tout à fait le terme. De confort. De confort, merci, c'est bon, je l'avais plus. Et pour aborder l'inconnu, on ne peut pas utiliser notre tête. Donc, il faut du coup lâcher le mental et se dire ok, comment est-ce que je peux me montrer disponible à vivre quelque chose de nouveau. Donc la tête elle va pouvoir aider à se rassurer de tiens, je connais les lieux, je connais quelques personnes, mais de lâcher avec l'idée de je veux que ça se passe comme ci, comme ça, ou ça va être comme ci, comme ça. En fait, on peut pas savoir, on peut jamais savoir. Donc voilà, de prendre le temps d'arriver avec le corps disponible, détendu, et de voir ok, comment dans l'instant je vis tout ça. Sachant que pour faire le lien avec l'entrepreneuriat, c'est très souvent un challenge. Le mental, il a son référentiel. Et pour avancer en sécurité, il a presque ce besoin d'identification et de se dire ok, ça je connais, on peut y aller, on risque rien. C'est un petit peu ça en fait le message du mental dans le corps de la personne qui peut se dire ok d'accord, il va rien se passer de grave, on peut y aller. Et quand le mental n'a pas cette capacité à pouvoir identifier une situation ou un lieu ou quelque chose, c'est là où très souvent il se met en mode alerte, danger. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors pour rebondir sur ce que Swan disait, par rapport en fait, comment est-ce qu'on peut savoir si est-ce que c'est le mental qui parle ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus intense en nous et qui parle d'un espace plutôt de joie et de paix? Justement, j'en fais référence, ce sont les émotions.
Et les émotions, c'est plutôt le langage du corps, tu en as parlé, mais de manière plus, on va dire, c'est par les émotions. Est-ce que ce que je fais là maintenant, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la joie? Est-ce que je ressens de la tristesse? Ce sont les indicateurs premiers en fait, pour savoir si on est dans la tête ou plutôt avec la partie la plus sage en fait de nous et finalement qui elle va nous driver vers quelque chose du bonheur durable. Voilà. Et par contre, effectivement, le cerveau, lui, c'est un outil. Il faut le remettre à sa place, effectivement. C'était hyper intéressant ce que tu partageais. Et il y a un endroit, en fait, dans le cerveau où, finalement, qui est connecté à cette part très sage et très joyeuse de nous, c'est le cortex préfrontal. Et c'est la seule zone du cerveau qui est la zone au niveau du front. C'est la zone qui a été, je ne veux pas dire d'erreur, mais la zone la plus récente dans les découvertes et qui montre que c'est la zone de la créativité et que quand on est en mode stress, cette zone-là est bloquée, ça se bloque et du coup ça renvoie au niveau, je ne veux pas être trop technique, mais dans, dans la partie cerveau des émotions qui est l'amygdale. Et du coup, là, on est bloqué, on est tétanisé, soit on fuit, soit on se fige. Voilà, on a une incapacité à pouvoir réfléchir et à trouver des solutions innovantes et à nous permettre d'aller vers l'inconnu. Parce qu'il n'y a que cette zone qui permet de gérer l'inconnu. Donc voilà, par rapport à la peur de l'inconnu, et cette zone-là, quand on la sollicite correctement, nous permet de trouver des solutions inédites, créatives. Voilà, et puis pour revenir à ta question... Oui, sachant qu'en plus, c'est comme quoi rien n'arrive par hasard et rien n'est dit par hasard. Cette zone du cerveau, le préfrontal s'entraîne aussi avec de l'entraînement. Oui. D'ailleurs, dans l'innovation, alors là je pense notamment à la Silicon Valley. En Amérique, je pense qu'ils ont cette capacité à pouvoir entraîner leur préfrontal pour augmenter leur créativité. Et la question justement, c'était pour en venir à ce que Swan avait partagé, ce que tu souhaitais apporter pour complémenter ce qu'il nous a partagé. Oui, tout à fait. Et puis par rapport à la relation à soi et aux autres, Swan l'a tellement bien dit. Je vais tenter de compléter par des choses que j'expérimente, que je connais. C'est que finalement, est-ce que dans tout ça, c'est pas une question d'amour? Alors quand je parle d'amour, je parle pas forcément de l'amour du couple, mais du besoin primordial de l'être humain qui est en fait d'être aimé. Un bébé, s'il n'est pas touché, caressé, câliné pendant 3 mois, il meurt. Et finalement, est-ce que, nous sommes des êtres de lien, des êtres émotionnels, et la relation à soi et à l'autre, c'est aussi comment est-ce que, à travers ma relation aux autres, j'apprends aussi à me connaître. Et comment, à partir de ce que je connais de moi ou de ce que j'ignore, je vais me comporter par rapport aux autres. Parce que finalement, si j'évalue que telle personne me regarde mal, alors que c'est peut-être pas le cas, qu'est-ce qui fait que en fait, j'interprète finalement qu'on m'en veut, par exemple, alors que c'est pas le cas. Et finalement, pour moi, je pense que la vie est un terrain d'expérimentation et que finalement, c'est grâce aux autres personnes qu'on va permettre de mieux se connaître et donc de s'aimer plus profondément, mais aussi d'aimer, en fait. Voilà, pour moi, c'est ça la relation à soi et aux autres et d'être dans une unicité totale. Et par quoi on commence, du coup, pour atteindre cet idéal que tu évoquais? On commence par soi ou par l'autre? Par soi. La base. Par soi, et d'ailleurs, dans cette société, malheureusement, alors peut-être dans les générations toutes récentes, ça commence à arriver, mais de ma génération en tout cas, qui est 1985, on n'a pas appris ça. On a été habitué à ce que ce soit l'extérieur qui dicte en fait nos comportements. Et finalement, plus j'apprends à me connaître,
à connaître mes besoins, tu en parlais Swan, voilà, dès tout petit ça doit se faire, voilà, allez, quels sont tes besoins, de quoi tu as envie, d'initier aussi les enfants à connaître leurs valeurs, à ce qu'ils posent des mots dessus, de manière très pédagogique et simple. Mais déjà, voilà, ça commence par, c'est tout simple, hein, le fait de, qu'est-ce que le mensonge, voilà, le fait de dire des choses cohérentes, la vérité. En soi, la vérité, elle est assez subjective, mais voilà, d'initier en fait dès le début, en fait, les enfants à connaître leurs valeurs, leurs besoins, à expliquer aussi qu'on a le droit de dire non, voilà, avec équilibre, que la vie aussi est un équilibre de ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis non. Et donc, voilà, vraiment, et après, il y a beaucoup de zones hein, dans la connaissance de soi, mais voilà, c'est qui suis-je réellement? Qui suis-je? De quoi j'ai envie? C'est vrai que c'est pas évident parce que quand on est enfant, c'est là où tout se construit, aussi par rapport aux parents, comment eux-mêmes ils éduquent leurs enfants. L'enfant va capter tout ce qui est croyance, voilà, de manière télépathique, et même les non-dits, l'enfant le capte. Donc c'est vraiment, voilà, en tout cas à travers, on va dire, des interférences, c'est d'apprendre à se connaître profondément. C'est marrant, ça me fait penser à autre chose. J'ai lu un article là-dessus il n'y a pas longtemps, et ça reviendra sur ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est que là, on parle de l'expression finalement des choses pour se comprendre, etc. Et tu parlais de transmission télépathique. Mais le corps aussi, une émotion qu'on a au fond de soi se transmet. Par exemple, t'es au fond du trou. Bah, la personne qui est à côté de toi, dès qu'elle va te rejoindre, elle va le sentir. Et on parlait de communication tout à l'heure, le corps aussi est un moyen d'expression assez puissant quand même. Exactement, oui. Totalement, sachant que là, on part sur le champ énergétique, Clément. Bah, on peut. Allez, let's go, laissons-nous porter sur cette vague. Et justement, ce que je pense très profondément, c'est que tout n'est qu'énergie et qu'effectivement, l'énergie d'une personne, quand elle est positive, elle a cette capacité à, imaginons dans un groupe, un groupe de personnes où l'énergie est assez basse, où ils démarrent la semaine par exemple sans beaucoup d'envie, beaucoup d'entrain, et il y a la personne qui passe la porte, qui monte tout le monde en énergie, et c'est l'espèce de vent de marée positive là, qui traverse la salle, et après voilà, les personnes elles ont plus facile à se mettre en action. Par rapport à ça, quel pourrait être le lien avec la relation à soi et à l'autre sur le plan énergétique? Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce domaine-là. On commence par quoi? Par rapport à... J'ai envie de parler surtout de soi à soi, avant de parler soi des autres. Parce que oui, du coup, il y a de l'échange dans les deux sens, forcément. Mais de soi à soi aussi, des fois, on peut aussi rentrer dans des cercles vicieux où nos propres sentiments et notre propre énergie, elle va s'auto-alimenter et on peut rester coincé dans quelque chose de tout morne, tout flagada. Et simplement en se connaissant un peu mieux, de pouvoir observer qu'on est dans ces états-là et que c'est pas figé, même si des fois quand on vit des grosses tristesses ou des grosses colères, on a l'impression que ça sera comme ça tout le reste de notre vie et qu'on n'en sortira pas parce qu'on est plongé dans l'émotion comme tu disais, et le cerveau qui réfléchit, il peut plus. Il y a un bunker qui se construit. Oui, c'est ça. Et en fait, à force d'entraînement, ayant plus de focus et d'attention sur les sens, justement, ça ramène tout de suite dans le présent de ok, là maintenant je me sens pas bien, je suis fatigué, je suis stressé, je suis en colère, je suis triste. Si je me connais, je sais que telle ou telle action ou parler à telle personne, ça va permettre de mettre un pied en dehors de ça et de pouvoir justement switcher d'état énergétique ou d'état émotionnel et changer du coup ma manière d'être dans l'instant, sans forcément être dans le déni, mais simplement d'observer. Et déjà rien que d'observer d'ailleurs une émotion, ça allège, je crois, la charge émotionnelle de 50%, de la reconnaître, de dire ok, je t'ai vu, je vais prendre soin de toi, et puis on avance ensemble. Dans la relation, voilà, il y a quelque chose aussi où je sais pas si je l'ai déjà dit, mais on se prend par la main, où on prend nos émotions, nos sentiments, nos blessures, on les prend par la main pour avancer. Ah, c'est beau ce que tu partages. Et d'ailleurs là ce qui m'est venu, c'est le fait, quand je rebondis sur le mot changer que tu as employé, est-ce que ce ne serait pas un moyen de changer d'air intérieur? On parle beaucoup de changer d'air,
à l'extérieur. Et justement, là, tout ce que tu partages, ça me paraît être le moyen de changer d'air à l'intérieur de soi. Alors, avec la respiration, c'est pour ça que Et l'outil voilà. de la respiration est hyper important aussi. Oui. Parce qu'au-delà de l'observation, après, il y a des outils plus concrets quelque part avec la respiration, avec le mouvement, avec le son aussi, simplement faire des sons pour évacuer si on est en colère, de grogner dans un coussin, si on est triste de pleurer, de faire du bruit aussi, de ne pas étouffer aussi tout ça à l'intérieur pour que ça circule, faire du mouvement, de chanter par exemple, de discuter, de mettre des mots aussi avec quelqu'un d'autre. Tout ça c'est des outils que tout le monde a à portée de main, mais qu'on n'apprend pas non plus à utiliser. Donc oui, changer d'air, du coup il y a une vraie symbolique du coup par rapport à ça, changer de pièce aussi, et d'oser quand on n'est pas bien à un endroit, soit de réussir à changer du coup son propre air intérieur, soit de changer physiquement aussi d'air pour ah ok ça va mieux, est-ce que je me sens d'y retourner ou pas, et puis de jauger dans l'instant. C'est de là d'où vient l'expression je vais m'aérer. Toutes les expressions, j'en ai plein le dos, C'est ça. j'ai la boule au ventre, Ouais. j'ai les boules là aussi quand on est triste, on sent Les boules, ouais. Voilà, on prend la gorge aussi. Ça marche pour les deux, hommes et femmes en plus. Hein. C'est ça qui est bien, c'est universel. Des glandes. Quoi. Oui, tout à fait. Il y a un autre aspect par rapport à ce que tu disais, Adriana. Tu sais, une personne qui rentre dans une pièce, effectivement, elle va dégager quelque chose par rapport à son aura, on va dire, du jour. Mais au-delà de ça, il y a aussi les mots qu'on utilise dans le langage courant. Le pouvoir des mots. Voilà, par exemple, je sais pas moi, un Oui, petit mail, Oui, mais. bon courage. Tu vois, des mots qui peuvent tout de suite aussi casser une dynamique. Genre, en tout cas, c'est mon impression. Et donc, Les mots ont une vibration et on en revient justement à l'énergie, c'est que dans les textes anciens, il est dit que ce qui est venu en premier est le verbe. Voilà. Et en fait, chaque mot porte une vibration. Ça a été notamment démontré par les travaux de Masaru Emoto, qui fait que quand on prend un bol de riz, vous avez deux bols, des bols de riz, on prend un témoin et un sur lequel on va dire des choses négatives, et ben, le riz va moisir et s'abîmer beaucoup plus rapidement plutôt que un bol de riz où on aura dit des choses magnifiques, où on aura dit je t'aime, et il n'y aura pas du tout le même comportement au niveau de la matière. Et c'est pour ça aussi que, et moi je l'ai vécu dans mon enfance, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas appris à bien se parler. Ça commence de là en fait. Où je me souviens à l'école, j'entendais, moi c'est étrange parce que chez moi j'ai jamais voulu dire ça, mais à un moment donné je me suis fait un petit peu le besoin d'appartenance au groupe. Mais pour moi c'était pas naturel, j'entendais les gens s'insulter, oh mais t'es conne ou quoi, ou des trucs comme ça qui peuvent paraître anodins et sous le coup de la blague. Mais non en fait, même sous le coup de la blague, il y a une vibration et qui témoigne finalement de comment on va se parler, comment aussi on va parler aux autres, et finalement à travers la façon dont on va parler aux autres, c'est finalement un reflet de comment on se parle à soi. C'est pour ça qu'en fait, dans la relation aux autres, on en veut aux autres de ce qu'on ne s'apporte pas à soi. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de se connaître. Et on en revient sur ce que tu disais tout à l'heure. Comment changer d'état interne ? Eh bien, une question toute simple pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est de quoi ai-je besoin ? Et tu l'as notifié avec plein de conseils. Et pour que les gens puissent trouver leurs propres besoins, ça peut être, de quoi j'ai besoin. Je me sens triste, je me sens en déprime, et c'est ok en fait, c'est ok. Il n'est absolument pas question d'envoyer ça valser, de nier un état, mais de dire ok, de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin de jardiner, de mettre les mains dans la terre, ou d'aller faire de la poterie, ou un match de foot, ou bref, une glace. Peu importe. Mais il y a des besoins qui justement ont besoin d'être remplis et qui vont permettre de mieux se connaître, d'être apaisé, d'avoir des mots apaisants pour soi, pour les autres. Excellent. Voilà. J'ai envie de rebondir sur l'étude avec les bols de riz, parce qu'il y avait un troisième bol aussi, et en fait, qui lui était complètement ignoré. Et en fait, le troisième bol pourrissait encore plus vite que celui auquel on disait des mots méchants, en fait.
Parce que comme tu disais, avec les, on est des C'est êtres ça. relationnels en fait. Et des fois, si on ne peut pas avoir des mots doux, de l'amour, etc., on va préférer aller choisir la voie où on a des insultes, où on est maltraité et tout, parce qu'au moins on a de l'interaction. On Au existe moins aussi. on existe Exactement. aussi aux yeux des autres et aux yeux de soi. Et c'est le chemin du moindre mal, comme on l'appelle, plutôt que d'être complètement ignoré. Et dans la relation à soi, pareil, si on fait passer tout le monde avant nous, avant soi, et qu'on s'ignore nous-mêmes, bah en fait, on va se faire aussi un peu indirectement ce qu'on fait à ce bol de riz. On va pas s'écouter, et sur le long terme, on va pas être bien. Donc, il y a voilà, ce parallèle-là à faire du coup entre les autres et soi, comme tu l'as très bien dit, de ce qu'on dégage, ce qu'on va juger, ce qu'on va dire aussi aux autres, c'est souvent aussi pareil, c'est comment on est à l'intérieur. Donc ça te permet de mettre en conscience et à l'extérieur aussi d'avoir un reflet ce qui se passe à l'intérieur. C'est précieux ce que vous nous partagez et je vais rebondir Swan sur ce que tu évoquais par rapport à ce qu'on peut supporter pour avoir la sensation d'exister. Il y a c'est presque rendre ce qui est anormal ou insupportable supportable pour justement se dire au moins ça a le mérite d'exister et je ne suis pas seule. Et ça, c'est le quotidien de tellement de personnes aujourd'hui, autant féminines que masculines, cette peur en fait de vivre seule, alors que quand on se connaît, on n'est jamais seul. Parce que la seule personne finalement avec qui on va passer notre vie entière, c'est nous-mêmes. Quoi qu'il arrive, on est au moins certain d'une chose, on ne sait pas combien de temps on est là, mais on sait que chaque matin, on sera avec la même personne, c'est-à-dire nous-mêmes, peu importe notre état, si dans 30 ans on s'est pris une rafale de rides et de cheveux blancs, mais on sera toujours là. C'est juste. Je voulais revenir sur le début de ta phrase, mais j'arrive pas à le remettre en lien. La situation qu'on Ce qu'on peut... est prêt à supporter. Ouais. Ouais, Bah, c'est fou parce que le cerveau a tendance on parlait un peu d'adaptation aussi au niveau du cortex, de ce qu'on appelle la plasticité neuronale aussi. Où une fois que la situation est connue, bah, plus elle va se répéter et plus on va pouvoir du coup s'adapter et se dire bon bah ok en fait ça va. Alors qu'au début c'était peut-être hyper intense et à force de répétition, bah, on a appris à poser un mur, à se défendre et à couper avec des parties de soi pour pas ressentir ce qui est inconfortable, ce qui fait mal, ce qui est douloureux. Bah, en soi, c'est peut-être bien sur le court terme parce que c'est plus facile, mais sur le long terme, du coup, c'est-à-dire qu'on a posé un mur aussi avec une partie de soi qu'on a enfermée. Donc, au moment où cette partie de nous avec laquelle on est censé être en relation, elle va vouloir s'exprimer, bah, quand ça va péter, Cocotte minute. ça fait cocotte minute exactement. Et quand comme un tuyau qui est un peu bouché, qui est sous pression, bah, quand ça part, toute la pression qui part d'un coup aussi. Et souvent, ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière cette porte, derrière ce mur qu'on a construit. On sait qu'il y a quelque chose qu'il faut aller voir, mais on n'a pas envie parce qu'on ne sait pas comment ça va exploser. Le volcan, Et parce l'Etna. qu'on ne le connaît pas. Et Faut mettre une chatière, quand il s'agit de colère ou de tristesse, on sait qu'il y a de la charge. Mais c'est quelque chose qui fait peur. On sait qu'il faut aller le voir, on sait qu'on a envie d'entrer en lien pour aller mieux, et c'est vrai que ça fait peur. Quelqu'un qui va être dans un état où on n'a pas trop envie d'aller vers lui parce qu'il y a beaucoup de charge émotionnelle, c'est un peu la même chose. On a envie de la laisser gérer avec elle-même. Mais en fait, si moi je suis sécure avec cette émotion-là en moi, bah, je peux très bien aller la voir et peut-être filer un petit coup de pouce parce que moi je suis détendu et ça permettra de... en fait ça va quoi. L'émotion elle est pas... Il n'y a rien de dramatique en soi et déjà de décharger émotionnellement pour pouvoir, comme tu disais, faire quelque chose de nouveau et se servir du coup de l'espace qui va pouvoir permettre de faire différemment, de créer de la nouveauté et d'avancer sans rester bloqué dans les schémas, dans ce recoin émotionnel du cerveau limbique. Tout à fait. Et peut-être comme en tant qu'observateur ou observatrice de la colère ou des émotions de la personne qui s'exprime et qui ont besoin de sortir à un moment donné, mais sans que ça ne vienne nous impacter non plus parce qu'on est OK avec soi et qu'on est juste en train d'observer ce que la personne vit avec elle-même et non pas ce qui nous concerne à nous directement. C'est ça. Bah après, c'est un bon indicateur. Si moi je me sens touché par ce que vit l'autre, c'est parce qu'il y a un espace en moi aussi qui s'identifie. Merci. Je veux dire qui résonne, qui fait écho, mais oui, s'identifie. Par une expérience passée, par un vécu, par des blessures qui sont similaires. Donc en fait, grâce aussi à cette expression émotionnelle qu'on a tendance à renfermer, bah, on
peut s'entraider aussi à avancer sur nos besoins. Et on a tendance des fois à mettre ça loin en dehors, alors qu'au final c'est une richesse incroyable. Il y a plein de moments d'intimité où justement c'est cette partie de vulnérabilité qu'on peut partager quand on est dans l'intimité avec quelqu'un. Je trouve ça d'une richesse incroyable. Oui. Et je sais que c'est pas non plus à moi d'être sauveur, ça appartient à l'autre, mais d'être présent aussi pour voilà, ok, on se prend par la main et on avance, de faire une équipe en fait qui va pouvoir se soutenir. Je trouve ça, en tout cas j'ai cette vision là, voilà, du couple qui peut aller dans ces espaces là et pouvoir avancer ensemble. Sauf que souvent tendance à chacun garder les choses pour nous-mêmes et ça crée de la distance. C'est pour ça il y avait une image que j'aime bien qui disait pourquoi on se crie dessus et qu'on parle très fort alors qu'on est l'un en face de l'autre. C'est parce qu'en fait c'est les cœurs, ils sont tellement éloignés qu'on a l'impression qu'on doit parler très fort pour pouvoir s'entendre. C'est une très, très jolie image, je la garde dans un coin de la tête, super intéressant. J'aime beaucoup et c'est tout à fait ça. Alors que d'en prendre conscience déjà, quand on parle fort, qu'on est énervé et tout, de calmer, de ralentir le rythme de la voix, de poser la voix, déjà ça peut permettre d'instaurer un climat où on peut aller plus dire ok, en fait je sens que je suis dans tel état, que j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, ok j'entends, et l'autre personne expose aussi. Et après ok, on en est là, comment on fait pour avancer? Parce que c'est jamais contre l'autre, c'est toujours ok, je me retrouve avec ça dans cette situation avec toi. Je t'aime mais je sais pas comment faire. Ok, on prend le temps de se poser, de voir ce qu'il en est, et puis on va voir quelle solution ou quel chemin on peut essayer de trouver ensemble. Et puis dans l'entreprise ou autre, pareil, c'est des formes de réflexion qui permettent de faire travailler aussi l'intelligence collective. Il y a d'autres vécus, il y a d'autres expériences qui peuvent apporter aussi énormément les uns les autres. Donc dans les relations, c'est une richesse incroyable pour avancer avec soi, en entreprise, avec les autres. Avec tempérance? Tempérance, c'est un bon mot. Je pense que si les personnes ont des difficultés à communiquer entre elles, encore une fois, c'est parce que chacun parle à un niveau de blessure en fait qu'il a, donc c'est aussi d'identifier ça. Et comme tu disais, c'est que ce soit dans le couple ou même dans l'entreprise ou peu importe, c'est aussi être volontaire et vouloir faire avancer les choses, parce que si la personne elle parle de sa blessure et qu'elle est dans son ego, il n'y aura rien à faire, elle ne voudra pas. Mais du coup, quand on parlait tout à l'heure de situations qui sont exécrables et pourtant qui sont vécues comme normales, en fait je pense que notre rôle aussi c'est d'amener les personnes à prendre conscience de les amener à ressentir aussi la souffrance qu'il est temps de changer, parce que tant que la personne n'a pas conscience en fait des choses et qu'elle n'a pas d'autant plus conscience des conséquences, elle ne voudra pas changer, parce que le cerveau, lui, on est des addicts en fait à notre chimie intérieure, et c'est pour ça que en fait tout est un petit peu biaisé finalement, puisque finalement si je ressens le besoin de te taquiner, de te piquer sur des choses, c'est parce qu'à l'intérieur aussi de moi, il y a une certaine chimie qui a besoin, qui est un peu comme une drogue en fait, et qui a besoin de se nourrir en fait en provoquant du conflit. Et finalement, comme on est addict à notre chimie intérieure, parce qu'il y a de la dopamine, donc des pics de dopamine, on en veut encore, on veut encore du conflit, etc. C'est aussi que la personne ait une volonté déjà de base, un engagement envers soi-même de vouloir être plus dans la paix, dans le côté constructif des choses. Et du coup, ça change la chimie intérieure. Du coup, on est dans un cercle vertueux, et là, effectivement, on met en place des discussions constructives, comme tu l'as si bien dit. Chacun fait aussi le pas dans le monde de l'autre, parce que, en fait, si l'humanité se comporte ainsi, c'est lié à l'ignorance. Les gens n'ont pas conscience que nous sommes des grands addicts, nous sommes des grands drogués à notre chimie intérieure. La majorité des gens ne le savent pas. Donc en fait, c'est l'ignorance aussi qui conduit certains types de comportements, alors que si chacun disait « Ah oui, là peut-être que si je fais ça, c'est que j'ai un peu je lui en veux et j'ai un peu de me nourrir de souffrance en fait. » Donc
Voilà, c'est beaucoup ça qui est la conséquence de certains types de comportements. Et en étant volontaire, en étant dans un côté constructif déjà de base, sans rien arranger, mais juste de dire ok, on va remettre les choses à plat. Et bien du coup, on va générer à l'intérieur de soi de nouveaux neurotransmetteurs, une nouvelle chimie. Et du coup, et bien là, ça va apaiser les choses et finalement, ça améliore les relations à soi et aux autres. L'homéostasie, le fait que le corps il va toujours rechercher à avoir le même équilibre. Ce qui fait que les changements de vie ou d'habitude, ils sont aussi difficiles. Parce que le corps, ah tiens, ça change à l'intérieur, on n'aime pas le changement. Parce que la chimie intérieure, comme tu disais, du coup, voilà, on a une habitude et le corps, du coup, il a pas sa dose de cortisol, de dopamine, et toutes ces autres hormones qui nous font du bien, la sérotonine, qui peuvent être nourries de différentes manières. Donc, pareil, de connaître, comme tu disais, c'est de l'ignorance, en fait, le fait de connaître quel état c'est quel manque, par exemple, comment est-ce que je peux le nourrir différemment aussi, en allant prendre le soleil, en allant marcher dans la nature, en prenant un bain, en respirant plus calmement, en faisant du sport, avec l'alimentation, le sommeil. Il y a tout un facteur, tout notre environnement aussi influence aussi sur ça. Donc c'est quoi le facteur peut-être qui va me faire le plus de bien aussi à ce moment-là par rapport à ce dont j'ai besoin. Et puis on revient après encore aux besoins, de quoi j'ai besoin, voilà, et mieux se connaître, et conscience. La connaissance voilà. de soi qui part pour la boucle de moi, hein, voilà, de tout en fait, voilà, qui part de tout et qui permet d'harmoniser les relations. Parce que si j'ai appris à mieux me connaître, c'est un chemin d'une vie, ça se fait pas comme ça. Hein. Sachant qu'à 70 ans, il y a parfois des personnes qui se sont jamais demandé qui suis-je sur un chemin de vie entier. C'est ça. Ou jamais de leur vie. Oui, voilà, parce que ça ne fait pas partie de ce qu'on leur a inculqué, ni même des questions qui se sont posées dans le cadre de leur environnement à eux, dans lequel ils ont grandi, ils sont construits et ils passent leur vie. Ce sont des répétitions, oui. Des générations en génération, on reproduit des types d'éducation, etc. jusqu'à temps que, oui, dans une famille, ça, souvent par un enfant, ça commence à changer les choses. Un peu, voilà, le vilain petit canard. Voilà, le mouton à 5 pattes, c'est celui qui va commencer à faire changer les choses, les dynamiques, peut-être à se choisir, peut-être à aimer, à vouloir aller pour concrétiser ses rêves, voilà, alors que dans la famille, il y a peut-être un besoin de sécurité, ah non, je te conseille pas de faire ça, tu devrais faire ça, et donc voilà, ça commence aussi par soi, et c'est aussi lâcher le besoin d'approbation aussi, comme je disais au début. Et bien sûr, ça demande d'accepter que le risque de ne pas être, de décevoir ou de ne pas être aimé, mais de toutes les façons, je pense que déjà en s'aimant soi, ça permet d'être aimé des autres. Et puis quand bien même, que ce soit dans sa famille ou ailleurs, je pense que ce qui est important, c'est de développer de la compassion, c'est-à-dire que si dans la famille, il y a une personne voilà, qui est peut-être déçue d'un comportement ou qui manifeste du rejet, c'est aussi de voir la souffrance aussi en l'autre. Et c'est ça aussi la relation à soi et à l'autre, c'est apprendre à me connaître, mais aussi reconnaître dans le comportement de l'autre qu'il y a une dose de souffrance. C'est subtilement amené, Virginie, et pour rebondir sur ce que tu viens de partager, finalement, par rapport à la notion d'être aimé, de se sentir aimé, mais finalement le fait de s'aimer soi, c'est peut-être aussi un moyen d'être aimé par les bonnes personnes finalement. Celles avec qui on peut être pleinement soi-même, sans avoir besoin de mettre ni un masque, ni à jouer un rôle, etc. Qui bien souvent, c'est bas les masques après quelques années, parce que le dicton qui dit que le naturel revient au galop, c'est qu'à un moment donné, à force de ne pas être soi, le corps, il se dit ok d'accord, bah là si tu veux on y va, et puis poum poum poum, un petit peu comme l'arbitre en fait avec son carton jaune, ok bah carton jaune là, d'accord, t'as envie qu'on y aille, on y va. Et à un moment donné, l'arbitre en fait corporel, il va se dire tiens, carton rouge, on y va plus. Et c'est pour ça qu'à travers l'expression l'amour ne dure que 7 ans, un truc comme ça. Alors il y a plein de rituels là-dessus, 7, 10... Voilà le cap des 7 ans, les 3 ans, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tellement voulu être aimé et apprécié de l'autre qu'on s'est oublié, jusque comme tu disais, à un moment donné, le naturel revient au galop, il y a une espèce de burn-out du fait de faire semblant.
Et je crois fondamentalement que vaut mieux être aimé pour qui l'on est plutôt que pour ce que l'on fait, parce que ça finit toujours par nous rattraper. En fait. C'est ça. Et finalement, c'est peut-être une des meilleures choses qui puisse arriver parfois dans la vie, aussi inconfortable que ça puisse paraître, mais vraiment quand on s'aperçoit que c'est possible d'être aimé pour ce qu'on est, c'est là où la vie peut parfois devenir magique. Qu'est-ce que vous en dites? Et cela permet de faire des autorisations aux autres. C'est-à-dire que si je me permets de peut-être poser des limites, que peut-être dans la famille ça ne fait pas, de faire certains choix, et ben du coup ça fait aussi cheminer son entourage et de dire ok, elle ose, et si moi je m'autorisais aussi, ça inspire les autres, quoi. Oui, exactement. En fait, on est une grande toile d'araignée et on est tous unis les uns aux autres, et on se fait bien travailler quand même. C'est beau. Il y a un truc que vous avez évoqué aussi tous les deux par rapport, je crois que c'est toi Virginie qui a commencé là-dessus, mais il y a un aspect aussi du cerveau que vous avez pas mal insisté tous les deux sur le fait qu'il aime bien le confort. Et on parlait d'habitude tout à l'heure, et en fait prendre soin de soi, si j'ai bien compris, vous me reprenez après, il n'y a pas de souci, pour compléter, mais prendre soin de soi aussi, comme je l'ai compris dans la manière dont vous l'avez expliqué, c'est aussi de casser certaines habitudes qui deviennent mécaniques dans notre quotidien et qui nous, par un effet effectivement de dopamine, mais en fait ça a plus le même effet, plutôt que de nous stimuler, ça nous plombe. Exactement, c'est ça, puisque finalement tu es dans un mode automatique, quand tu ne vois que par l'extérieur, tu dis on m'a fait ceci et telle personne a fait cela, c'est un mode automatique, et quand on revient à soi, et ben effectivement ça casse des schémas, des circuits neuronaux, ça en replace par d'autres, ça fait des prises de conscience, ça câble, c'est extraordinaire comment le cerveau il est fait. On voit de manière au microscope des nouveaux circuits neuronaux se former en fonction des changements d'habitude des personnes. Les personnes, la méditation est ce qui a été le plus étudié depuis ces dernières années, depuis pas mal de temps. C'est ce qui a vraiment été le plus étudié. Et ils ont vu le changement cérébral qui se produit. Donc, bien sûr, je pense que nos auditeurs diraient oui, mais moi, j'aime pas la méditation. Eh bien, tu peux méditer en cuisinant, en marchant. Oui. En fait, c'est de trouver le moyen à soi qui lui correspond, et non pas des injonctions de c'est la méditation qui va t'aider. Trouve le moyen de la recette, ta propre recette, pour te guider vers ce qui t'épanouit, ce qui te rend heureux, toi, mais aussi nous sommes un ensemble. C'est pas moi j'aime beaucoup l'assertivité parce que c'est quelque chose qui permet vraiment, à un moment donné, quand on n'en peut plus, on a besoin de penser à soi puisqu'on a tellement donné que finalement, après c'est pour ça qu'on en veut aux gens, on dit oui mais tu te rends compte ce que j'ai tout fait pour elle, j'ai tout fait pour lui. Il y a Michel qui partirait sur ses archétypes. Voilà, mais finalement c'est parce qu'on s'est vidé en fait de soi. Et en reprenant ce temps de refaire un équilibre entre le donner et le recevoir, et ben ça permet de réharmoniser les choses. Voilà. Et j'étais partie sur une idée qui m'est partie. C'est échappé. Ouais, c'est échappé. Elle virevolte là en fait. C'est ça. Ça me dérange de rebondir sur la méditation, où on a tendance à avoir cette image de la méditation, c'est rester assis, à rien faire. Et à observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et d'une partie oui, mais en fait ça se fait aussi par le mouvement. Enfin, c'est très bien de pouvoir être en paix quand tu es assis et que tu n'as aucune interaction et qu'il n'y a aucun stimuli extérieur. Mais de le faire en mouvement et dans le quotidien de tous les jours, en faisant la cuisine, est-ce que je vais penser à tout ce que j'ai à faire après, ou est-ce que je suis vraiment en train de cuisiner peut-être en regardant la recette si j'ai besoin de regarder la recette, mais en sentant du coup toutes les saveurs, en goûtant, est-ce que je prends du plaisir à faire la cuisine, enfin d'observer du coup tout ce qui se passe et les pensées aussi qui viennent dans la tête. C'est un travail de conscience en soi, mais on peut le faire en faisant du sport, on peut le faire en faisant de la marche, on peut le faire en discutant avec quelqu'un aussi. Tiens, on va amener tel sujet, tiens, tel sujet, je sens que ça me dérange un peu, tel sujet, ça m'écœure, parce que si on va parler de sujets qui sont plus ou moins différents, les sujets de conversation ou la proximité que je peux avoir avec quelqu'un, ça peut me déranger. Il y en a beaucoup qui ont du mal à être touchés. Tiens, ça fait quoi? Moi qui suis très tactile, si je vois que la personne elle recule, ok, d'être en conscience de ce qui se passe à l'intérieur dans le moment. Et ça se fait pas forcément que en étant assis et en faisant rien.
c'est un premier pas, parce qu'on commence à éviter trop distrait, que ça soit trop intense, parce que ça fait très vite plus d'intensité dans les émotions, dans les sensations. On peut très vite aller dans des sensations, des émotions qu'on n'a pas explorées. Donc il y a beaucoup plus de plein de choses de vie, en fait, beaucoup plus de vie. Voilà, c'est le mot qui me vient à force de ce travail de conscience, justement. On est moins enfermé dans colère, tristesse, joie, que les émotions primaires, par exemple. On peut, justement, comme parler de paradoxe, jumeler des fois des émotions qui sont différentes, et c'est ça qui crée aussi la richesse des relations, de la vie et de soi, de ce qu'on vit avec soi au quotidien. Et pour rebondir sur ce que tu disais à la base, sans rebondir, effectivement, changer les habitudes. Il y a des pics, c'est comme les drogues où les drogués à la base ils vont bien, mais c'est plus ils en prennent et plus ils ont besoin d'en prendre. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. Le corps s'habitue. C'est ça, le corps s'habitue, et donc du coup, comme il s'est habitué à avoir un niveau qui est de plus en plus haut, quand il n'en a plus, l'écart entre le niveau normal et le niveau le plus bas, il s'agrandit. Il y a une falaise qui se creuse, et c'est de plus en plus vertigineux, et c'est ça qui crée aussi beaucoup de sentiments d'insécurité, d'angoisse, et c'est là où ça devient contre-productif au bout d'un moment. Et c'est là où c'est bien de se connaître aussi pour en même temps voir ce qui nous fait du bien, ce dont on a besoin et ce dont on a envie. Et des fois, ce dont on a besoin, c'est pas ce dont on a envie. Et c'est là où il y a un autre paradoxe. Je sais, mais j'ai pas envie. Mais... C'est ça. Et c'est justement ce petit dilemme intérieur entre ce que le cœur peut ressentir et ce que le mental peut exprimer, sachant que, est-ce que je peux vous partager un petit tips, parce que je rebondis sur ce que tu partageais par rapport à la méditation. Ah oui, tips veut dire astuce. Pardon, oui, traduction, pardon pour l'anglicisme. C'était très bien amené la manière dont vous avez partagé votre vision de la méditation, et ce que j'expérimente actuellement, il est peut-être aux antipodes de ce qui peut correspondre à ce qu'on peut voir de la méditation actuellement ou pas. C'est le fait que j'ai ressenti ce besoin de silence. C'est-à-dire le silence à l'intérieur, mais vraiment, ouf, il ne se passe rien. C'est le vide, c'est le néant, mais en même temps, c'est un tout. Parce qu'à partir du moment où dans sa vie, on a besoin d'avoir des choses nouvelles, il me paraît indispensable de faire le vide, la place. C'est vider, en fait, finalement, se désencombrer à l'intérieur de tout ce qui est lourd, encombrant, inutile, obsolète à la limite parfois. Et ce silence à l'intérieur, très souvent, ce que ça génère, c'est fou, c'est la montée en fait de la bonne idée, etc. En fait, finalement, c'est pile l'information que j'attendais au moment où parfois, suite à la méditation, je continue ma journée et 1 heure après, poum, l'étincelle. Mais juste parce que j'ai eu, c'est s'accorder juste cette parenthèse de silence intérieur pour finalement laisser le mental de côté. Et c'est avoir cette conscience que c'est possible de mettre son mental sur pause. Oui, il y a un côté lâcher prise par rapport à ce que tu partages, et puis il y a aussi peut-être dans ce monde hyper connecté où tu parlais d'interaction constante, on est pollué dès qu'on se lève le matin, de se dire l'instant présent finalement, c'est de se retourner à soi, et finalement de l'environnement, on doit l'écarter à quelques instants pour vraiment arriver à nos aspirations et casser le bunker qui arrive. Exactement, mais c'est tout à fait juste. En fait, la méditation, c'est un peu le symbolisme de l'être. Tout ce qui a été créé provient d'abord d'une idée. Et il faut avoir l'idée, c'est quand on est. C'est-à-dire, on ne fait pas, on est. Et après vient l'être. Donc c'est vraiment un équilibre, et ce qu'on appelle la méditation, ou le fait de ne rien faire, amène à de la lucidité, à des prises de conscience, à des désirs, à un peu la petite ampoule qui s'allume. Et c'est faux parce que j'ai des idées après me partent. Voilà, c'est pas grave. Voilà, dans une société où on est dans le faire constamment, voilà, et forcément on n'a jamais appris à se poser.
je me souviens d'une discussion que j'avais dans mon cercle familial où un membre disait que il fallait occuper tout le temps les enfants. Enfin, il ne faut pas qu'un enfant s'ennuie. Eh bien, si. C'est hyper important. C'est important qu'on apprenne à s'ennuyer. Regarder le ciel ou peu importe, en fait, ne rien faire parce que un excès de faire, justement, ça conduit à des burn-out, ça conduit à plein de choses qui ne nous ressemblent pas, alors qu'on a juste envie d'être... Nous sommes des êtres humains, on n'est pas des fers humains. Et la méditation, en l'occurrence, permet de rééquilibrer les choses, mais encore une fois, ça peut être jardiner, ça peut être... Voilà, posez-vous la question de quoi j'ai besoin là pour aller mieux. Voilà. Donc justement, tu parlais de faire de la place aussi à l'intérieur pour vider le trop-plein. Et c'est souvent ça qu'on a tendance à pas faire la plupart du temps, ce qui amène aussi de l'indisponibilité émotionnelle, notamment dans les relations. Il y en a des fois qui sont pas en connexion, n'arrivent pas vraiment à rentrer en relation avec les autres, parce que émotionnellement ils sont pas disponibles, ils n'ont pas de place en fait pour accueillir une autre personne et à partager ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes. Et forcément du coup ça passe par le fait de mettre à l'extérieur, donc de vider pour pouvoir amener autre chose, d'autres sentiments, d'autres émotions avec lesquelles on n'est pas familière encore. Que ce soit si j'ai jamais exprimé la colère, peut-être qu'il faut que je vide ma tristesse pour pouvoir accueillir un peu la colère, parce que la colère elle est aussi essentielle pour poser mes limites. Et ce qui fait que si je suis que dans la tristesse, je vais subir, ça va me rendre triste, je vais subir, mais je ne vais pas pouvoir me dire non et poser ses limites. Donc vider la tristesse pour pouvoir accueillir un peu la colère et ok là non, je pose ma limite. Ça fait du bien aussi, c'est nouveau. Et comme on disait, la méditation, le silence, pareil, voilà, c'est de vider pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. Et ça peut être fait aussi, quand tu parlais de lâcher le mental, de lâcher prise, en faisant par exemple quelque chose, mais qui va nous amener dans un état de ce qu'on appelle l'état de flow, où en fait, quand on a quelque chose qui est à la fois un peu challengeant et à la fois challengeant mais un peu confortable, il y a une frontière très fine entre les deux, où on va rentrer dans un état où il n'y a plus de cerveau. C'est vraiment l'être qui va parler, qui va faire. Et dans ce cas-là, on n'est plus le faire à partir du mental, quelque part. On est le faire à partir de l'être. Et c'est vrai que c'est deux états qui sont bien différents. Et je pense que, comme quand on est enfant, quand on est enfant, on est tout le temps dans cet état-là, constamment, avant que le mental il vienne et qu'on réfléchisse, tiens, il y a des règles de société, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. L'enfant, spontanément, il y a le formatage qui arrive petit à petit. Voilà. Bien qu'on arrive avec déjà des choses qui sont déjà un peu inscrites en nous. Et on va passer sur le transgénérationnel. Oui, donc de trouver aussi ces espaces où je peux complètement être moi-même aussi dans ce que je fais, avec qui je suis. Et ça peut être par le silence complet, et ça peut être par d'autres activités. Le sport est très bon pour ça aussi, par exemple. Ou quand on écrit, qu'on peint ou qu'on dessine, par exemple, ou qu'on joue de la musique. L'art-thérapie. On fait un podcast aussi. Et Swan, tu disais quelque chose qui m'a fait repenser à ce que je voulais dire tout à l'heure et qui est important. C'est par rapport au fait de poser les limites. On entend beaucoup dans le dev perso qu'il faut poser ses limites, il faut dire non. Oui. Attention à ce concept où le fait d'apprendre à dire non ne doit pas nous séparer les uns des autres. C'est pas qu'on doit devenir des machines à dire non et à se venger en disant bon maintenant je vais dire non tout le temps. Non, c'est pas ça, c'est être dans un équilibre et ça c'est important pour les auditeurs et les auditrices parce que sinon c'est encore une fois l'ego qui parle. Et l'objectif du coaching, du dev perso, de la thérapie n'est pas de nous désunir mais de nous unir. Et donc c'est quel équilibre je mets à ce à quoi je dis oui et à ce à quoi je dis non. Voilà, ça me semblait important de revenir dessus parce que du coup, souvent, il y a un excès par rapport à ce concept qui est pourtant très important. C'est marrant, ça fait un paradoxe parce que moi j'observe que les personnes qui n'ont jamais su dire non, il y a un besoin aussi de le faire trop après, passer en fait d'un extrême à l'autre pour pouvoir eux après trouver, ok, tiens là, dans ce milieu-là je me sens bien. Mais c'est ok aussi des fois d'aller dans des extrêmes parce qu'on a besoin de faire l'expérience en fait pour trouver aussi notre équilibre. C'est ok du coup de pas être, faut trouver l'équilibre et en même temps c'est pas grave si t'es pas dans l'équilibre. Ça se fait petit à petit. Oui. Je trouve cette notion, on revient au jugement et au regard qu'on se porte par rapport à ça. Tout à fait, après c'est important aussi d'amener de la pédagogie aussi et de
voilà, de la compréhension, bien sûr. Comment on compose le nom. Exactement, voilà, parce qu'effectivement, ce que tu dis est très juste et c'est l'expérience qui est importante et c'est vrai, effectivement. C'est plus le retour de l'expérience que l'expérience en elle-même. Voilà, et on apprend finalement après à doser. Mais bon, c'est vrai que si les personnes en faisant appel à des accompagnements, etc., c'est aussi pour que, quelque part, on puisse les prémunir de choses à travers lesquelles on est passé nous et pour leur faciliter la vie. Voilà. Transmission. Ouais, ça m'a fait penser, alors petite parenthèse du coup culture, mais on en avait parlé je crois dans la préparation. En fait quand tu as parlé du dosage entre laisser la place à la colère et mettre un peu de côté la tristesse, c'est exactement le pitch en fait de Vice Versa. Ok. Parce qu'en fait, t'as la joie, la colère, et en fait, le personnage principal au départ, c'est la joie qui prend le dessus sur tout, sauf que les autres n'ont pas de place, et du coup, il y a un déséquilibre qui est perçu dans le film, et c'est là où finalement, il y a un parcours initiatique qui... Pareil dans le 2, quand l'anxiété prend le commande aussi. La joie est native, elle est native, et finalement, c'est avec qui elle a dû composer pour continuer à avancer et trouver l'harmonie ensemble. C'est ça, et si c'était la voie du milieu en fait, l'équilibre finalement. La terre du milieu. Oui, la terre du milieu, on vient. Plus on avance entre les âges, comme on le voit dans Vice Versa, et plus il y a d'acteurs, d'émotions qu'il faut prendre en compte. Et c'est ça de la relation à soi, c'est naviguer aussi justement avec tous ces petits personnages. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais c'est une très très bonne image pour ceux qui ont vu le film. Très très beau film qu'on vous conseille. Oui, mais le cinéma, il faut l'utiliser aussi comme un moyen de développement personnel. Gandalf, très inspirant aussi. Gandalf. C'est ça. De la série Bref 2 aussi qui soulève. Ah ouais, très intéressant aussi, effectivement. Très intéressant d'actualité. Ouais, tout à fait. Tout à l'heure, j'avais envie de rebondir avec ça. Quand vous parliez de ceux justement qui s'enfermaient et qui restaient dans leur bulle, dans leur colère ou autre, typiquement c'est cette petite phrase de il voulait s'asseoir 2 minutes et il s'est assis 20 ans en fait, et il est resté dans ce même processus de vie sans oser en sortir jusqu'à ce que en fait je peux et j'ai des nouvelles anecdotes et qu'il y a un nouvel élan de vie qui vient. Mais dans ces deux sphères d'ailleurs, vie perso et vie pro, tout à fait. Il y a un déclic. Alors ça se fait pas au même moment, mais effectivement il y a ça qui émerge. Il y a du lien. Après toutes ces précieuses informations et ces précieux conseils que vous nous avez partagés, ce que nous souhaiterions vous demander à présent, c'est, imaginons, si vous vous reprojetez au début de votre vie entrepreneuriale, si vous aviez un conseil à donner à la personne que vous étiez, avec la connaissance de ce que vous savez aujourd'hui du chemin parcouru, quel serait ce conseil que vous vous apporteriez ? Alors, moi, ça serait... n'attends pas l'approbation ni la validation de l'autre. Tu as déjà tout ce qui est nécessaire pour rayonner tel que tu es et fonce. Et même si les chemins, même si la vie n'est pas un chemin linéaire, valide-toi toi-même. C'est beau. Merci pour le partage de cette belle inspiration, Virginie. Moi, le premier truc qui m'est venu, c'est cette phrase de, je crois que c'est le bronzé fond du ski. Vas-y, fonce sur un malentendu, ça peut marcher. Après, pour le côté un peu plus, peut-être pas poétique, mais c'est plus en parlant vraiment du coup à cet enfant, enfin oui, parce que du coup je me sentais plus enfant que maintenant, en tout cas, à ce moment-là. Ce serait de faire conscience, de respirer et oser faire ce qui te semble juste avec ta patte et puis après tu verras ce qui fonctionne pas, et si ça fonctionne pas, ok, pourquoi ça n'a pas fonctionné et comment je peux faire différemment, tout en y mettant du cœur en fait. De doser aussi, ouvrir plus au niveau du cœur et de la vulnérabilité, parce que c'est ça qui m'anime et qui va aussi toucher les autres d'ailleurs. Et oui, Swan, d'ailleurs, pour enrichir ce que tu viens de nous partager, l'expérience n'est pas un échec, c'est un feedback. Qu'est-ce que tu en dis ? De la data. C'est la data, mobilisable, analysable.
Ouais, c'est ce qu'on en fait en tout cas de cette expérience Et oui, pour le reformuler. exactement. Tout est une expérience et tout est un enrichissement, et même à travers les pires difficultés de la vie, eh bien, il en ressort des cadeaux cachés, des belles... en fait, tout ça, ça nous renforce et ça nous permet de devenir qui l'on est vraiment, voilà, sur ce chemin de soi, qui est pour moi le chemin d'une vie. On avance petit à petit. C'est bien, tu fais la boucle avec ce que tu as évoqué en introduction par rapport à Simone Veil. Donc on va continuer avec les histoires de boucles, alors pas mes cheveux. Je vais vous demander de tirer 2 cartes au hasard. À nouveau 2 cartes. Ouais. Et hop. Et d'en choisir une et d'y répondre. Ah. Les sourires s'affichent. Ouais, j'aime bien. Vas-y. Crois-tu à la chance? Pourquoi? Oui et non. Enfin, du coup, je vais plus dire non, dans le sens où on a tendance à voir la chance comme un facteur extérieur sur lequel on n'a pas du tout de contrôle, ou qui est indépendamment de nous-mêmes, et on a tendance à s'en servir comme excuse, parce qu'il y a des gens qui ont de la chance et il y a des gens qui n'ont pas de chance, et voilà, selon où on se situe, on aura plus ou moins de chance, enfin plutôt selon comment nous on va se juger. Si je me juge comme quelqu'un qui va pas avoir de chance, bah, je vais toujours trouver prétexte à me mettre dans des situations où je vais me dire ah, je savais que j'avais raison, j'ai pas de chance. Voilà. Alors que si je me dis en fait non, j'ai de la chance et tout, et je vais aussi focus sur toutes les formes de chance qui apparaissent dans mon quotidien, dans ma vie, et donc voilà, ça va renforcer aussi ce sentiment de je me sens bien, j'aime ma vie, j'ai de la chance, tous ces jugements qu'on peut avoir sur nous-mêmes et sur ce qu'on vit au quotidien. Donc du coup non, je n'y crois pas, parce que je pense que c'est surtout un biais de cognition ou de perception qu'on peut avoir. Donc on dit souvent ça se provoque la chance. Voilà, très bien, ça fera de la fin, merci. Petite cerise sur le gâteau. C'est ça. Après je te ferai une autre citation qui tu m'as fait penser à un truc en parlant des bronzés. Je vais te laisser enchaîner Virginie. Alors moi, ma question, c'est quelles sont les personnes qui te poussent à voir le meilleur de toi-même? Je pense que c'est important d'avoir des personnes inspirantes. Elles sont rares, parce que des fois, on a des personnes inspirantes et puis en apprenant à les connaître, on se rend compte que finalement, eh bien, c'était un peu le papier cadeau bien emballé, mais que voilà, chacun est sur son chemin. Finalement, on est tous des êtres humains, mais en dehors de toute religion et tout dogme, quel qu'il soit, étant proche des sagesses millénaires comme le Tibet, comme le bouddhisme tibétain, je connais une personne qui lui-même s'est guéri de gangrène, qui est un exemple dans cette humanité de guérison et de puissance de l'esprit, qu'on pourrait appeler un Bouddha éveillé, et qui est une personne qui m'inspire et qui, à travers le contact que j'ai avec lui, que ce soit en retraite ou même quand il enseigne à distance, il a la capacité de nous enseigner, de m'enseigner, même sans mots, et même de me faire prendre conscience que quand je suis en attente, il ne répond pas en fait à ce petit jeu d'ego, et même à distance, il fait travailler pour faire ressortir le meilleur de chacun, dont le mien, et même sans mots, il y a des compréhensions qui se font, et pour faire émerger complètement, de plus en plus en tout cas, un être équilibré. Voilà, donc c'est cette personne pour moi. Moi ça m'émeut, je sais pas pourquoi. Je voulais du coup partager, ça m'a fait penser au Shadok. Okay. Cette citation, parce que ils disent souvent il faut vivre pour pomper. Donc c'est toujours le côté absurde, tu vois, tu t'imposes un mécanisme, te dire bah en fait c'est le seul moyen pour eux d'exister. Alors qu'en soi, ça sert à rien ce qu'ils font. Parce qu'en fait, il y a une autre citation dans les Shadok qui dit en fait, plus on va essayer, plus on va réussir. Mais ils se remettent jamais en cause. Hein. En fait, l'idée c'est on refait toujours la même chose et à un moment donné, ça va marcher. Donc ils pompent.
pour remettre leur planète comme il faut, mais en fait ça marche pas puisqu'ils se remettent pas en cause. Et c'est ce que disait tout à l'heure François d'ailleurs. Tout à fait, comment obtenir un résultat différent en faisant toujours la même chose. Exactement. C'est Einstein d'ailleurs qui le disait ça. Oui, c'est ça. Donc plus on essaye de la même façon, est-ce qu'on réussit? Pas sûr. Non. Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. Avant de conclure, je voudrais quand même évoquer les jeux qu'on a utilisés. Donc le dernier qu'on a utilisé avec les cartes avec les questions, on vous le mettra en description, mais c'est l'Anti-Sava qui a été cette édition-là, c'est co-construite avec la Ligue de l'Optimisme du collectif Les Joyeuses Audacieux. Donc vous pouvez taper Les Joyeuses Audacieux sur internet et vous avez toutes les ressources en libre accès puisqu'ils vendent plus les cartes, donc vous pouvez les télécharger et les imprimer à votre guise avec tous les outils de facilitation qui sont disponibles sur le web. Et le premier outil qu'on a utilisé, donc c'est on va dire du photolangage qui a été créé par Charlotte Farkas de Rêve de Coquelicot, qui est le jeu multicolore. Donc voilà, vous pouvez aussi la retrouver à Compiègne, à la Vitrine Rouge. Voilà, donc le petit moment pub, mais c'est toujours important de mettre en avant des entrepreneurs inspirants. Et totalement, et justement pour rebondir, Virginie et Swan, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui souhaitent venir à vous contacter ou vous suivre sur les réseaux sociaux, comment peut-on vous joindre? Moi, principalement pour le moment sur Instagram, Swan Coaching, Swan_coaching, c'est le trait d'union du 8, pour ceux qui ne connaissent pas le terme underscore. Je suis en train de refaire LinkedIn qui n'est pas encore en place, mais qui arrive avec du coup nom, prénom, ça va être bon. Hâte de t'y retrouver et qu'on puisse s'y connecter. Hein. Ouais, c'est clair. J'avais passé le mot en arrivant. Et toi Virginie? Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Virginie Gonzalez. Ensuite, Instagram, c'est Virginie_coach des femmes, tiré ou underscore, je ne sais plus. Mais c'est coach des femmes. Ensuite, sur TikTok, Virginie Gonzalez Oneness. On mettra tous les liens en description pour vous faciliter aussi l'accès aux auditeurs et puis aux personnes qui nous regarderont sur YouTube d'ailleurs. C'est important de le mettre en avant. Et merci pour votre présence et votre écoute. Exactement. Et on remercie aussi du coup nos bêta-testeurs de cette première finalement. Exactement. Donc, Virginie et Swan. C'est ça. Et merci Aurélien, toi qui œuvres dans les coulisses, derrière la caméra. Viens, joins-toi à nous. Viens te joindre à nous, effectivement. Exactement. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas pour ça, parce que la technique c'est jamais évident en live. Ouais, exactement. Donc, merci pour tout. Au-delà de ça, je voudrais rajouter aussi le concept de cet épisode, puisque qui a évolué, puisqu'on a commencé en 2023. Et c'est ça, juin 2023, très exactement. Juin 2023. En même temps que le lancement de l'IRA finalement, parce qu'on travaillait déjà ensemble avec Adriana, puis on voulait continuer l'aventure d'une autre façon, et puis tu avais ton podcast qui était déjà en place, donc on avait commencé en mettant en lumière pendant une année les membres de la communauté l'IRA, et puis par le fil des choses, chacun a continué son aventure de son côté depuis début d'année. On s'est dit il faut continuer d'une autre façon. Et comment casser cette belle dynamique ensemble. Et donc on a décidé de réunir finalement des membres de nos communautés respectives. Et c'est là d'où est né finalement ce concept en mode table ronde, on pourrait le dire comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Et donc on envisage de faire plusieurs épisodes dans l'année, donc vous pourrez en retrouver d'autres prochainement. Oui, il y aura une playlist d'ailleurs dédiée sur YouTube si vous souhaitez la consulter. Exactement, et puis l'idée aussi c'est de pouvoir créer des synergies finalement entre les entrepreneurs de nos réseaux respectifs. C'est l'ADN finalement qui est commun entre nos deux approches, toujours de se dire tisser des liens, créer du contact et puis mettre en lumière aussi des visions pas nécessairement communes de prime abord, et puis finalement ça fait émerger des choses comme on l'a vécu j'allais dire cet après-midi, on peut le dire, on va le dire cet après-midi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en plus, c'est aussi une belle façon de réunir, quelque part, de vous réunir, alors que géographiquement, vous n'êtes pas du tout... je pense qu'il y a deux départements qui vous séparent, ou trois. Parce qu'en fait, là, on est dans l'Oise, en Picardie, et toi, Virginie, tu nous as rejoint de la région parisienne. Exactement. Pour venir aujourd'hui parmi nous, et merci encore pour ton déplacement.
Eh ben, merci à vous, c'était une très belle invitation. Merci Adriana, merci Clément, merci Swan. Quelle belle synergie. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment. C'est un beau cadeau. Et puis nous sommes dans les locaux de BGE Picardie à Beauvais, puisqu'on l'a pas dit du coup. Et c'est ça, exactement. Ça boucle la boucle. Merci à vous également. Merci à vous deux pour ce partage et cette énergie assez intense. C'est ça. Et en tout cas, nous vous souhaitons de belles continuations et on vous dit à très très vite. Ciao. Ciao.